Nous disons au gouvernement sénégalais, il n'est pas question que ce gouvernement fasse des affaires avec l'État d'Israël. Le gouvernement du Sénégal doit participer et les citoyens sénégalais ont doit être vigilants pour imposer un boycott économique et politique à Israël. Et je rends hommage à Demba et à ses étudiants, n'est-ce pas, aux membres du comité qui aujourd'hui, partout l'ambassadeur, n'est-ce pas, va pour faire de la provocation, n'est-ce pas, les étudiants se mobilisent pour l'y trouver et l'obliger à quitter la salle. Cela a eu lieu dans cette université, elle a eu récemment lieu lors d'une conférence sur la tolérance religieuse organisée par une fondation. Israël ne tolère pas, ne pratique pas la tolérance religieuse en Israël. Ce n'est pas au Sénégal qu'Israël va venir nous parler de tolérance religieuse. Et je félicite les jeunes qui se sont mobilisés pour aller dans cette conférence et dire à Israël, l'ambassadeur, sortez d'ici, vous n'avez pas de place ici parce que justement ce que vous prêchez ici, vous ne le pratiquez pas chez vous. Et le boycott économique doit se poursuivre. Soyons vigilants. Tous ces chaînes de supermarchés français qui sont au Sénégal, n'est-ce pas, il faut être regardant dans ce que vous achetez. Et si vous voyez des produits israéliens dans un magasin, il faut le mettre dans les réseaux sociaux pour que le boycott soit pratiqué, n'est-ce pas, contre ces supermarchés. Et que le boycott ne se limite pas seulement à ce produit, mais un boycott sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, contre ce supermarché, jusqu'à ce qu'ils sachent que les produits israéliens ne seront plus admis au Sénégal. On sait aussi que ce gouvernement, le gouvernement passé, avait contracté pour plusieurs milliards de francs CFA avec Green, une société israélienne soi-disant spécialisée dans l'agriculture, qui est d'ailleurs cité dans un projet d'ailleurs qui a connu beaucoup de malversations depuis lors. Mais c'est fini. Ce gouvernement doit être conséquent. Honorable, il n'est plus question que le gouvernement sénégalais aille faire des affaires avec le gouvernement israélien. Ce qui s'est passé avec Green et avec le Prodac, ça a été un scandale. Et c'est bien fait que ce soit un scandale, parce que ça avait été une réussite. On aurait dit non, Israël, ils ont de l'expertise dans l'agriculture, mais ça a été un flop financier, avec beaucoup de malversations, de détournements. Donc, c'est une raison pour que plus jamais ce gouvernement n'aille pas nous dire, voilà, il y a une expertise à Israël en matière agricole, en matière de ceci et cela, il faut coopérer avec. Il faut dénoncer cette coopération-là, ne plus la pratiquer, boycotter, n'est-ce pas, et faire en sorte que, justement, il y ait une jonction avec le Mali, le Burkina, la Guinée, tous ces pays. Notre sœur, Madame le ministre, est là. Il faut que les étudiants, il faut que le mouvement de soutien à la Palestine, n'est-ce pas, puisse faire jonction partout sur le continent pour mener ce combat-là jusqu'à ce qu'il réussisse. Nous sommes optimistes, nous sommes absolument optimistes que la souffrance du peuple palestinien prendra fin. Elle prendra fin. Le peuple palestinien ne souffrira pas éternellement. Le combat qui a été mené depuis le 7 octobre 2023 a montré, n'est-ce pas, que des gens bien que les gouvernements soutiennent cet État injuste, violent, qui ne respecte pas le droit international, mais que les peuples pouvaient se mobiliser, dire leur indignation et obliger les gouvernements à revoir leur position. Et on a vu cette mobilisation en Europe, on a vu cette mobilisation aux États-Unis, on l'a vu partout dans le monde, et elle a certainement été l'une des causes qui a amené quelques-uns des États qui étaient les plus grands soutiens d'Israël à reconnaître l'État palestinien, à savoir un pays comme la France, la Grande-Bretagne et beaucoup d'autres nations européennes qui ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Une reconnaissance qui doit être symbolique, mais qui doit être une reconnaissance qui se traduise dans les faits par l'ouverture de missions diplomatiques et par surtout un soutien diplomatique accru à l'État de Palestine au sein des instances internationales. Vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans l'imaginaire politique de l'Occident, vous êtes considéré comme une menace. Parce que vous êtes nombreux, parce que vous êtes noirs. Et que
la blanchité, l'Occident aujourd'hui, c'est le retour aujourd'hui à cette revendication de débarrasser la terre des non-blancs. En tout cas, ça va en crescendo. Les Noirs d'Afrique doivent s'attendre à des moments très difficiles, notamment nos jeunes. On ne crée pas d'emploi ici. Vous n'aurez pas de visa. Mais on viendra ici pour puiser dans ces ressources naturelles-là, parce que c'est de cela et de cela seulement qu'ils veulent. Mais est-ce que nos dirigeants l'entendent de cette oreille? Est-ce qu'ils comprennent cela de cette manière? Est-ce qu'ils sont prêts à vous sauver ou à s'enrichir? C'est un problème, c'est le véritable défi. Qu'est-ce qu'ils comptent? Leur poche ou notre dignité? Donc je pense que Gassama a raison. Vous êtes une force. Vous et nous, vos mamans, nous constituons une force. Nous constituons la majorité. C'est nous qui confions le destin de l'Afrique à certains dirigeants. Mais ils sont totalement hors sol. La classe politique est totalement dépassée, un peu partout dans le monde, mais plus particulièrement ici. Mais en abordant cette problématique, vous posez les vraies questions aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que Gaza est symptomatique. Il y a Gaza, mais le sang continue de voler, comme vous le savez, de couler en bien des endroits en Afrique. C'est pour cette raison que ici, il faut dire, on a vu Gaza en direct, comme je dis, en temps réel, et puis subitement, on a jeté l'éclairage sur le Soudan. Tous les jours, nous voyons à peu près la même chose au Soudan. Sans oublier le Congo qui s'enlise, la Corne de l'Afrique, un peu partout. Il y aura des guerres partout. Ils sont en train de se demander s'il faut entrer en guerre avec la Russie ou pas. De toute façon, c'est pure folie. Le débat a lieu en France. Ils sont en train de dire, faut-il laisser, les Français vont-ils permettre qu'on tue leurs enfants? Mais ça fait longtemps qu'ils tuent leurs enfants ici dans le cadre de leur guerre. Ce ne sont pas nos guerres, ce sont des guerres de procuration qui sont imposées à nos pays. Nous, nos enfants meurent tous les jours. Aujourd'hui, on demande à nos gouvernants d'acheter, d'investir dans l'armement pour en finir avec un djihadisme, les djihadistes étant pour la plupart d'entre eux des enfants d'ici aussi, qui la plupart du temps n'ont basculé dans le djihadisme que par désespoir, parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que si ce système détruit les emplois, détruit le lien social, détruit les écosystèmes. C'est en cela que je dis que Gaza est symptomatique. Toutes ces dimensions sont au cœur de ce que nous avons vu ces derniers temps, avec le sacrifice, le martyre des Gazaouis. Donc si nous devons faire cause commune, mobiliser l'Afrique, comme cela se doit aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire de l'humanité d'une extrême gravité. Si la mobilisation doit se faire, nous devons nous poser les bonnes questions. Quelle est notre capacité d'indignation, de résistance, de mobilisation et notre capacité intellectuelle à nous saisir des vrais sujets? Ne vous laissez pas endormir par les questions de transparence des urnes, de la date des élections. Ça n'a pas d'importance. Ils vont remplacer Paul par Pierre et ils iront tous faire leur salam alek n'importe où pour avoir de l'argent. Le fin fond du débat, c'est pas qui, mais la crise est systémique. La crise est planétaire. Et ce qui s'est passé à Gaza jette un éclairage absolument édifiant sur là où va le monde. Ce qui se passe au Soudan, pourquoi c'est ce continent? C'est là où on enregistre aujourd'hui le plus de conflits de par le monde. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cela? Le tort de l'Afrique, c'est d'être victime de ses richesses. Alors je pense que c'est ce que je voulais vous dire tout simplement, en faisant le lien, puisque vous m'avez donné l'occasion, le lien entre là-bas et ici, notre capacité de mobilisation, ça ne sera pas pour la Palestine, ça ne sera pas que pour la Palestine, ce sera l'humanité, le monde entier en la Palestine. Moi, je ne crois pas à la thèse des deux États. L'État d'Israël a été créé par les Européens à la suite de la guerre. Le reste,
vous le connaissez. J'étais content l'année dernière, quand il y avait la journée Al-Quds, que d'autres pays comme l'Iran, aujourd'hui, acceptent qu'on discute de cette solution. Je ne crois pas à la thèse des États basés sur la religion, qu'elle soit hébraïque, qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit islamique. C'est un grand bluff qui est fait au peuple. Les États, la politique, ce n'est pas l'affaire des religieux. Et ces combats-là, aussi, ces discussions, il faut qu'on les ait. Il ne faut pas avoir peur de discuter. Et je crois qu'il faut mener le combat pour la laïcité. Tout à l'heure, on a beaucoup cité Edouard Saïd. Il faut bien lire Edouard Saïd. Il faut lire tous les militants. Dans l'OLP, il y avait des chrétiens, des musulmans et des non-croyants. La cause de la Palestine, ce n'est pas une affaire d'ethnie, une affaire de religion. En regardant cette salle, ce que nous voyons, c'est la vague montante des peuples pour le soutien à la lutte du peuple palestinien. Soutien à la lutte du peuple palestinien, c'est soutien à la lutte des peuples du monde. Parce que c'est la clé est là-bas. Et on a vu, j'ai vu quatre continents, plusieurs pays, des jeunes, des moins jeunes, des étudiants. Et les étudiants, c'est la plaque sensible de la société, sont là. Nous vous demandons, étudiants, de retour dans vos familles, de mobiliser, d'expliquer, etc. Il y avait dans cette salle l'Assemblée générale, qui est la représentante du peuple sénégalais, qui était là et qui s'est exprimée clairement. Mais nous, au niveau de la coalition sénégalaise pour la cause palestinienne, nous exigeons, nous continuons d'exiger la rupture totale des relations diplomatiques avec l'État sioniste, qui est un État génocidaire, un État voyou, un État raciste, un État tout ce que nazi. Voilà. C'est les mêmes, vous avez parlé d'extrême droite, Seydi, mais c'est la même famille politique. Les gens qui sont à la tête d'Israël, c'est la même famille politique que Hitler. C'est les mêmes. C'est eux qui font cela. Et donc, je suis très heureux, je ne vais pas continuer de prendre la parole longtemps, de vous assurer le continuum des traditions de l'université sénégalaise. L'université de Dakar s'est battue comme l'a dit Bouba tout à l'heure, quand on a assassiné Cabral, les rues étaient noires de monde, les étudiants se sont mobilisés. Quand il y avait la lutte en Guinée-Bissau, les étudiants ont donné du sang pour soutenir les guérilleros du PAIGC. Les étudiants ont donné des fournitures scolaires pour le PAIGC. Vous faites vivre cette tradition de l'université Cheikh Anta Diop. Les Palestiniens et tous les peuples colonisés sont de cette même race. Celles dont les corps ne sont réduits qu'à un chiffre devant l'ampleur des massacres. Celles dont les visages n'ont ni nom ni histoire. Celle qui naît amputée de tous ses droits et des libertés. Pour les opprimés que nous sommes, nos noms, nos mémoires, nos histoires parlent pour nous au-delà de nos propres discours. Que l'on soit en exil ou encore sur ces terres, pour tous les enfants de la colonisation, quelque chose s'est scellé en nous, tant le colonialisme nous a collectivement défigurés et figé dans sa propre histoire au détriment de la nôtre. Avant les promesses adressées au drapeau, il y a celles que l'on adresse à sa propre destinée, celle de ne jamais oublier sa race d'opprimés. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les liens qui se créent entre les peuples, soumis à la même oppression et à la même douleur. Le colonialisme a échoué en ce qu'il a uni malgré lui tous les colonisés. Ho Chi Minh, Mandela, Lumumba, Cabral, Sankara, Senghor ou encore Arafat sont tout autant de figures guidées par un destin commun d'émancipation et de libération. Les aspirations de leur propre peuple se sont rejoints. Et aujourd'hui, qu'un Sénégalais admire autant un Arafat qu'un Palestinien admire un Senghor, c'est peut-être là notre plus belle revanche sur le colonialisme. Au-delà des admirations et des contributions, il y a les contributions mutuelles et réelles à nos luttes respectives.
Dès 1975, à une époque où beaucoup hésitaient encore à reconnaître pleinement les droits du peuple palestinien, le Sénégal a présidé le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Sur plusieurs décennies, c'est votre nation qui a porté la tribune du monde, la voix d'un peuple qui trop souvent ne pouvait pas se faire entendre. Cette présidence traduisait une conviction, celle que les droits du peuple palestinien ne pouvaient être ni effacés, ni reniés, et rappelait finalement ce que Mandela nous avait enseigné de son vivant. Notre liberté est incomplète sans la liberté du peuple palestinien. Palestine, les peuples anciennement colonisés inscrivent partout à travers le monde ton nom parce que ta lutte a été la leur. Il y a en Palestine l'état du monde, celui dont nous avons hérité et celui qui nous incombe aujourd'hui de léguer. Un monde qui a consenti à tant de crimes coloniaux tombés dans l'oubli et qui nous prépare, nous aussi aujourd'hui, à consentir au génocide colonial des Palestiniens. Ce peuple qui, en moins d'un siècle, est devenu le peuple de trop dans le concert des nations. En Occident, on lui concède une reconnaissance qu'il a lui-même dû arracher, tout en s'alliant à Israël qui travaille méthodiquement à le faire oublier. En Orient, il arrive qu'on l'instrumentalise sur fond religieux ou nationaliste, tout en le sacrifiant dans les chancelleries. Le père d'Elias Sambar avait raison. Ce peuple, devenu aux yeux de beaucoup un peuple d'indésirables, est bel et bien une arête coincée dans la gorge du monde. Personne n'arrive à l'avaler. Pour l'exclure définitivement du monde dans lequel il se bat pourtant pour exister, on a vu s'ériger année après année cette banalité d'un mal nouveau, le racisme anti-palestinien, adossé à une islamophobie mondiale qu'il faut nommer comme telle. Les Palestiniens n'ont jamais existé. Golda Meir, 1969, et Smotrich aujourd'hui. Nous ne devons pas laisser un seul village, pas une seule tribu. Joseph Voigt, directeur du Fonds national juif, 1973. Les Palestiniens sont des bêtes qui marchent sur deux jambes. Menahem Begin, 1982. Lorsque nous aurons colonisé le pays, il ne restera plus aux Arabes qu'à tourner en rond comme des cafards drogués dans une bouteille. Le chef d'état-major Raphaël Eitan, 1983. Les Palestiniens seront écrasés comme des sauterelles, leurs têtes éclatées contre les rochers et les murs. Le ministre israélien Yitzhak Shamir, 1988. Les Palestiniens sont comme les crocodiles. Plus vous leur donnez de viande, plus ils en veulent. Ehud Barak, Premier ministre israélien, 2000. Le qualificatif animaux humains qui a été prononcé par le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant en octobre 2023 et qui avait beaucoup heurté l'opinion internationale, s'inscrivait dans la conscience de son auteur, non pas comme un excès de langage anecdotique, mais dans un continuum historique qui répond à la mécanique du colonialisme israélien et du nettoyage ethnique des Palestiniens. L'animalisation répétée du sujet palestinien s'inscrit dans la même logique que celle qui avait été opposée à d'autres sujets colonisés et génocidés. Déshumaniser, exclure de l'humanité, sert toujours de préalable au consentement du colonialisme et du génocide. Le génocide n'est jamais un accident. Il suit toujours une méthode, une logique. Il faut croire que nous échouons systématiquement à l'enrayer. Pourtant, les premières alertes étaient là, dès la Nakba, la catastrophe palestinienne de 1948, histoire au récit encore trop étouffé et nié. Je vous partage ici un témoignage de cette Nakba. Les témoignages des soldats israéliens présents sur les lieux des atrocités et qui avaient participé à l'assaut au sein du 89e bataillon commandé par Moshe Dayan sont unanimes. Les troupes de l'armée israélienne envahirent le village d'Al-Dawaïma et entreprirent de liquider tous les civils, jetant leurs victimes dans des fosses. Ils tuèrent les enfants à coups de bâton sur la tête. Pas une maison ne fut épargnée. Les survivants furent alors enfermés dans des maisons sans eau ni nourriture,
alors que le village était rasé. Un commandant ordonna à un sapeur de mettre 2 vieilles femmes dans une maison et fit sauter la maison avec les 2 femmes. Un soldat israélien se vantant d'avoir violé une femme, puis de l'avoir tuée. Une femme, avec son nouveau-né dans les bras, fut prise pour nettoyer la cour où les soldats mangeaient. Elle travailla 1 jour ou 2, puis ils la tuèrent avec son bébé. Plusieurs documents attestent que ces atrocités furent commises dans le village et aux alentours, y compris dans la mosquée et dans une grotte voisine, qu'on avait fait sauter des maisons dans lesquelles des vieillards avaient été enfermés et qu'il y avait eu plusieurs cas de viol suivis d'assassinats. À chaque fois que je relis ce récit de la Nakba, j'y vois quelque chose qui aurait pu prédire ce qui allait arriver à Gaza aujourd'hui et ce qui arrivera très probablement à la Cisjordanie, une Nakba continue. Non, ce ne sont pas des séquences d'un conflit séparé les unes des autres, mais un processus qui est continu, qui a débuté en 1948 et qui ne s'est jamais arrêté. La Palestine est également une fenêtre sur nous-mêmes. Elle nous inscrit, qu'on le veuille ou non, dans le cours de l'histoire. Que l'on se taise ou que l'on se lève, elle participe à ce qui est en train de s'écrire ici. On participe à ce qui est en train de s'écrire ici et là-bas. La Palestine nous a secoués, elle nous a réveillés et même révélés. Dans une Europe qui renoue chaque jour un peu plus avec ses dérives fascistes, qui ne voit pas le danger qu'elle constitue pour elle-même, qui s'engouffre dans sa propre aliénation coloniale, qui l'abrutit au sens propre du mot, comme le soulignait Césaire, la Palestine est devenue une question paradigmatique de la faillite morale et politique des sociétés occidentales. Pour Césaire, l'Europe colonisatrice était, je cite, indéfendable. L'Europe, qui demeure le premier partenaire commercial d'un État colonial qui commet un génocide, est tout aussi indéfendable. Une Europe qui sacrifie les droits et les libertés de ses propres citoyens, qui les surveille, les harcèle, les traque à l'université, dans la rue, dans les syndicats, dans les partis d'opposition ou encore sur les réseaux sociaux pour protéger un État coupable du pire, c'est aussi cela, une Europe indéfendable. De la négation du génocide aux procédures bâillons en passant par les mécanismes de censure qui n'ont rien à envier au régime autoritaire, il n'y a qu'un seul et même objectif et qui a été érigé en dogme politique, la défense de l'idée que l'on se fait de la civilisation occidentale dans un Orient barbare. Le fondateur du sionisme, Théodore Herzl, prêchait lui-même pour un Israël qu'il serve d'avant-poste de la civilisation occidentale contre les barbares. Un rôle renouvelé à l'heure de la guerre contre le terrorisme, précise très justement Alain Grèche. Israël est incontestablement un bout d'Occident en Orient. Et c'est à ce titre que l'alliance euro-israélienne est tout aussi idéologique que stratégique. Mais, comme pour Ousmane Sembène, pour nous, l'Europe n'est pas notre centre. Les peuples, eux, n'ont pas dit leur dernier mot. Partout, à travers le monde, ils voient en la figure du Palestinien non pas un animal, mais un humain, un véritable humain, en qui ils se reconnaissent et à qui ils s'identifient. La Palestine est un miroir, une plaie ravivée de tout ce qui a été dans l'histoire de l'humanité justifié au nom de la suprématie raciale. Les manifestations qui se comptent par milliers, la flottille de la liberté qui a réussi l'exploit d'organiser la plus importante flotte humanitaire de l'histoire, en passant par les actions... Merci. En passant par les actions de blocage ou de boycott, les citoyens portent la responsabilité que leurs dirigeants peinent à assumer. Exiger le respect du droit international, mettre un terme à un génocide colonial et défendre sans compromission la libération du peuple palestinien. Depuis 2 ans, la force des mobilisations populaires a fait de la Palestine l'épicentre des combats progressistes. Elle occupe dans le cœur des peuples la place qu'avait l'Afrique du Sud ou encore le Vietnam du temps de leur lutte. Et je veux ici saluer et honorer le courage des étudiants et des étudiantes qui ont été en première ligne dès le début du génocide, qui ont parfois risqué leur place, leur diplôme, qui ont guidé et structuré les dynamiques de résistance citoyenne partout à travers le monde.
Entre l'implication des entreprises d'armement, les hyper-profits des multinationales dans les territoires occupés, la complicité de nos dirigeants, l'anéantissement de l'ordre juridique international ou encore le rétrécissement du champ de nos droits et de nos libertés, la Palestine nous révèle tout ce que nous devons combattre et tout ce contre quoi il nous faut résister, car l'avenir de la Palestine est indissociable du nôtre. L'impératif du cessez-le-feu que nous avons clamé de toutes nos forces depuis 2 ans, sur terre et en mer, demeure fragile. Il s'inscrit dans ce qui a été présenté comme un plan de paix, mais qui a été façonné par les architectes du génocide. 58% de la bande de Gaza demeure sous contrôle illégal israélien. L'aide humanitaire arrive au compte-gouttes, les projections de reconstruction ne concernent à ce stade que les zones sous contrôle israélien et dans lesquelles les Palestiniens sont empêchés de rentrer. Édouard Saïd soulignait à juste titre que la paix imposée par l'impérialisme est une guerre invisible, mais qui est présente dans chaque geste de domination. La lutte palestinienne n'est pas une lutte humanitaire, mais précisément une lutte politique, d'émancipation et de libération du joug colonial. Chaque fois que le monde dessinera et dictera l'avenir en Palestine sans les Palestiniens, il ajoutera une arête dans sa gorge et viendra le jour où il s'en étouffera. Car la Palestine est une leçon en plus d'être une cause. C'est elle qui libère le monde qui prétend la libérer. Excellences, chers frères, dans le cercle des étudiants humanitaires au service de la cause palestinienne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, chères sœurs, chers frères, chers amis, permettez-moi tout d'abord de saluer le cercle des étudiants militaires au service de la cause palestinienne de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour leur initiative d'organiser ce colloque en solidarité avec le peuple palestinien. Je voudrais remercier les intervenants et invités de haute qualité qui nous honorent de leur participation. Je salue également l'ensemble des personnes ici présentes, chacun en son nom et en sa qualité. Et je tiens à vous dire que votre présence aujourd'hui constitue une expression sincère et profonde de votre solidarité avec le peuple palestinien et sa juste cause. Elle témoigne également de votre attachement aux principes de liberté et de justice, ainsi que votre soutien fondamental de droit international. Excellences, messieurs, Madame et Messieurs, chères sœurs, chers frères, chers amis, aujourd'hui, le peuple palestinien ainsi que le peuple épris de paix et de justice célèbre la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien le 29 novembre. Cette journée qui a été créée depuis 1977, cette journée marque l'anniversaire de l'adoption de l'Assemblée générale des Nations unies en 1947. La résolution 181 sur le partage de la Palestine en 2 États. En cette période tragique, marquée par l'escalade dramatique en Palestine et particulièrement dans la bande de Gaza, nous constatons avec douleur que le peuple palestinien continue de subir de souffrances terribles, constantes et une violence flagrante des droits humains fondamentaux et droit international humanitaire. Mesdames et Messieurs, l'État de Palestine continuera à défendre le droit du peuple palestinien
par tous les moyens juridiques, politiques et diplomatiques à sa disposition, notamment au sein du système d'organisation des Nations Unies. À la fin, je tiens à vous remercier, chères sœurs, chers frères, chers amis, mesdames et messieurs, votre attention et votre écoute. Merci. Vive la Palestine! Vive la Palestine! Vive la Palestine!